doit fonctionner la Commission européenne. Sur les secteurs stratégiques, la définition des secteurs stratégiques, sujet abordé par Frédéric Dumas, c'est effectivement extrêmement délicat. Il se trouve que pour l'élaboration du règlement européen sur le filtrage des investissements directs étrangers dans un certain nombre de secteurs stratégiques, les institutions européennes ont réussi, ça n'a pas été sans mal, mais ont réussi à identifier un certain nombre de secteurs stratégiques pour lesquels on espère mettre en place le filtrage des investissements directs étrangers. Donc c'est faisable. Je ne sous-estime pas la difficulté de définir les secteurs stratégiques. Il y a des listes qui circulent. Michel Barnier, en son temps, lorsqu'il était commissaire du marché intérieur, avait beaucoup travaillé et avait sorti une liste qu'il pensait pouvoir être considérée comme une liste de secteurs stratégiques pertinente. Voilà. Identifier les secteurs stratégiques et se mettre d'accord au plan européen sur des secteurs identifiés stratégiques. Non, pas tout à fait, parce que identifier des secteurs stratégiques européens, ça peut se faire. Là, c'est des industries qui décident de fusionner ensemble, et c'est là où, effectivement, le secteur peut être stratégique théoriquement, mais là, on a des entreprises qui veulent se mettre ensemble, alors même qu'elles peuvent être en concurrence avec d'autres entreprises dans l'Europe. Donc d'aller définir qu'est-ce qui serait un géant européen, ce n'est pas qu'un secteur stratégique théorique, c'est des entités, des entreprises qui mettent ensemble, mais qui peuvent très bien être contestées. Quand un Allemand se met avec un Français, l'Italien peut aussi, ça peut poser un problème à l'Italien. Donc ça ne règle pas qu'un problème vis-à-vis de l'extérieur, ça peut aussi régler un problème à l'intérieur de l'Europe. C'est là où je dis, qui va décider au-delà des secteurs stratégiques européens, quels sont les géants européens eux-mêmes qui pourraient être acceptables par les uns et par les autres? Oui, j'entends bien. Je me permets de dire, ça fait écho à ce qu'on disait plus tôt dans la présentation de ce rapport, que nous avons essayé d'avoir un état d'esprit qui ne soit pas uniquement franco-français. Après tout, nous sommes la Commission des affaires européennes, nous nous sommes déplacés en Allemagne, nous nous sommes déplacés en Finlande, nous souhaitons formuler des propositions qui puissent avoir un certain écho par-delà outre-Rhin, voilà, outre-Elbe, enfin voilà, dans un certain nombre de pays avec des cultures et des histoires très très différentes et qui ont un autre regard sur le droit de la concurrence et les bienfaits de la concurrence que le regard français. Et donc, nous nous sommes un peu méfiés de l'expression champions industriels européens, parce qu'il y a quand même une grande majorité de nos partenaires européens qui se braquent et se crispent dès qu'ils entendent champion industriel européen. Parce que, comme le disait d'ailleurs fort justement le président Chassaigne, champion industriel, champion européen, ça ne veut pas forcément toujours dire innovation, compétitivité, développement harmonieux et bien fait pour l'économie européenne, les travailleurs, les consommateurs et la prospérité du continent. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir une vue un petit peu plus dynamique peut-être et un petit peu plus souple et considérer aussi qu'il y a beaucoup de compétitivité et d'innovation, ce qui est somme toute essentiel si on veut continuer à exister sur la scène internationale, qui existe, et ce que disait fort justement également la présidente Tillet, dans tout ce, on dit en Allemagne Mittelstand, dans toute cet énorme et très riche et très foisonnant tissu d'entreprises moyennes de taille intermédiaire, qui sont loin d'être des champions, mais qui sont par contre en termes de compétitivité et de dynamisme et d'innovation des véritables acteurs à part entière.